de suite au prochain bloc là, qui va être le plus crunchy au niveau intellectuel. C'est la réglementation. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, là, Marc-Claude nous parlait tantôt un petit peu des schémas d'aménagement. Ça va être lié à la réglementation. Fait que là, je vous parle particulièrement de ce qui est applicable dans la MRC de Quaticook. Par contre, ça va vous aider à comprendre un peu les contraintes et ce qui s'applique, ce qui pourrait s'appliquer chez vous. Puis c'est ça, si jamais là, vous avez des questions au niveau de la réglementation, il faut toujours en fait, l'idéal c'est d'appeler l'inspecteur municipal de votre municipalité, de savoir là, de quel terrain vous parlez. Puis ensuite, il va vraiment mieux pouvoir vous guider là, au niveau de ça. Si vous êtes dans la MRC de Quaticook, on peut se parler, là, mais ceux qui viennent d'ailleurs, parlez vraiment à vos inspecteurs. Dans tous les cas, vous pouvez parler à l'inspecteur. Alors, les zones agricoles protégées. Donc, c'est ce qu'on appelle communément là, les zones vertes. Donc, en fait, c'est le cas dans notre territoire, puis dans beaucoup de territoires agricoles, il y a beaucoup de zones agricoles protégées qui sont vertes. Vous pouvez les voir, entre autres, encore sur la cartographie de la MRC. Vous allez voir, elles sont vertes, elles affichent verte quand vous les mettez. Il existe différentes catégories dans ces zones agricoles-là. Une de ces catégories-là, en fait, c'est les îlots déstructurés. Donc ça, c'est des lots d'un minimum de 5000 mètres carrés. Donc, c'est des lots là quand même assez grands comparés à des lots en périmètre urbain, mais petits pour une zone agricole, qui vont être qualifiés d'irrécupérables pour l'agriculture. Donc, ils vont pouvoir être divisés, en fait, en lots de 5000 mètres carrés. Là, parfois, on a différents lots subséquents qui peuvent être divisés. C'est uniquement du résidentiel unifamilial qui peuvent être construits sur des îlots déstructurés. Donc, ça, c'est important. Une famille. Par contre, là, on a parlé tantôt du bigénération tout à l'heure. La définition d'une famille, qu'est-ce que c'est quoi le noyau? C'est difficile là, de statuer au cas par cas de qu'est-ce qui est une famille puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Légalement, là, tout le monde s'entend sur un couple qui a des enfants, c'est une famille, mais outre ça, c'est dur de statuer, donc vous êtes mieux là toujours. Vous pouvez en fait consulter la CPTAQ, là, vous pouvez appeler puis discuter avec eux, puis ils vont vous donner un avis là, assez rapide à l'aide du téléphone si jamais vous êtes dans le doute. Mais donc, résidentiel unifamilial. Il n'est pas question dans des îlots déstructurés là, de faire des multilogements, de faire des projets là, avec des mixités commerciales. On parlait tantôt des coops de locataires. C'est pas possible de faire une coop de locataires en îlot déstructuré. En fait, vous n'allez pas les trouver nulle part là, dans les zones agricoles protégées. Il peut avoir uniquement un bâtiment par lot en îlot déstructuré. Par contre, c'est possible de morceler le lot. Fait que si j'ai un grand lot qui est tout qualifié d'îlot déstructuré, c'est possible de le morceler, de le diviser en lots de 5000 mètres carrés. Mais c'est pas possible de faire une nouvelle rue. Donc, en fait, tous mes lots doivent avoir accès là, à une rue publique. Je peux pas passer une nouvelle rue à même mon lot. Puis, souvent, là, ça va dépendre des municipalités, mais souvent, il y a une façade sur rue d'un minimum de 50 mètres qui va être demandée. Fait que je peux pas faire un lot là, très étroit puis qui va mener loin en arrière. Là, il faut une certaine façade. Ensuite, il y a les grandes surfaces vacantes, les grandes superficies vacantes. J'ai comme un doute en ce moment, mais bon, vous comprenez le concept. Donc ça, en fait, c'est des lots d'un minimum de 20 hectares. Donc là, on parle de très grands lots, hein, les grandes superficies vacantes. C'est qualifié, en fait, que si on construit une maison sur ce lot-là, ça ne va pas déstructurer la zone agricole. Sur ces lots-là, ça va être uniquement, encore une fois, du résidentiel unifamilial qui va être permis, mais là, il n'y a aucun morcellement qui est permis. On ne peut pas diviser le lot parce que, en fait, l'idée derrière ça d'une grande superficie vacante, c'est que c'est tellement grand que ça ne viendra pas perturber les activités agricoles au pourtour. Il peut y avoir aussi des distances séparatrices justement avec les zones agricoles. Fait que, et on va dire dans la réglementation, c'est pas possible là, de construire à telle distance des champs autour. Puis, en fait, encore une fois, les nouvelles rues ne sont pas permises. Quand les îlots, que les grandes superficies, elles sont déjà identifiées par les MRC. Fait que c'est pas un critère comme il n'y a pas de description nette là, de
où est-ce que vous allez le trouver. Vous ne pouvez pas dire, moi, j'ai un lot de plus que 20 hectares, je peux construire une maison dessus. Il faut qu'elle ait été identifiée par votre MRC. À la MRC de Quaticook, il y a la cartographie sur laquelle vous pouvez faire afficher ces informations-là. Sinon, il faut vraiment appeler l'inspecteur, encore une fois, qui va pouvoir vous guider ou quelqu'un dans votre MRC. À Quaticook, on a là une possibilité de 71 résidences en îlots déstructurés et 141 résidences en grande superficie vacante. Donc, on a là un potentiel de 218 résidences. Ça, c'est les résultats là, les plus récents qu'on a obtenus. Donc, c'est quand même intéressant comme potentiel. Par contre, ça vient avec ses limites, c'est l'autre-là. Mais si vous rêvez d'avoir votre maison seule au fond des champs, une grande superficie vacante peut vous convenir. Il faut évidemment en trouver une qui est à vendre. Et puis, la dernière catégorie dans ce type-là, c'est les zones vertes classiques. Là. Donc, les zones vertes de production agricole qui ne sont ni un îlot, ni une grande superficie vacante. En fait, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais la construction résidentielle est permise juste si le propriétaire gagne son revenu de cette terre-là. Si je suis déjà propriétaire agricole, que je suis déjà producteur d'une autre terre, que j'ai un revenu puis que je veux me construire sur ma nouvelle terre, ce n'est pas possible de le faire. Il faut vraiment que je tire mon revenu de la terre sur laquelle j'ai envie de construire. C'est là où tantôt, là, on discutait de l'enjeu de, bon, faut comme j'habite avant de tirer mon revenu. C'est ça, là, souvent, la difficulté pour les producteurs. C'est possible d'ajouter des résidences sur un lot agricole pour les employés de la production agricole ou pour les enfants des propriétaires. Il peut être permis d'avoir des services professionnels, mais c'est moins de 40 de l'habitation qui doit être dédiée à cet usage-là. Puis ça peut pas être un bâtiment tout seul là, à côté. Je peux pas construire à côté de ma maison un salon de coiffeur. Il faut vraiment que ce soit à même. Les gîtes aussi peuvent être permis. Donc, pour faire de l'hébergement, c'est possible de faire, c'est un maximum de 5 chambres, 15 personnes et c'est seulement possible en usage secondaire, en fait. Donc, ce que la CPTEQ mentionne, en fait, c'est qu'il faut que la majorité du revenu provienne réellement de la production agricole, donc plus de 50 Puis, le gîte doit en fait être une minorité du revenu. Donc, on ne peut pas acheter une terre, faire un gîte, puis se dire qu'on va retirer des revenus de ça. C'est pas possible. Il faut d'abord et avant tout avoir une production agricole. Le gîte est là, en fait, pour susciter la production agricole, pour la mettre en valeur. Donc, voilà. C'est aussi possible d'avoir une table champêtre d'associer au projet. Je vais vous montrer là, tout de suite après un projet de variété. J'ai été interpellée là, quand même pas mal pour des projets comme ça, pour vous montrer jusqu'où c'est possible de le faire. Mais en fait, c'est toujours l'idée qu'il faut garder derrière ça, c'est que en zone verte, c'est la production agricole d'abord et ensuite, c'est possible là, de venir ajouter parfois des usages complémentaires. Dans tous les cas, là, c'est naviguer dans des eaux difficiles et il faut souvent en fait discuter avec la CPTEQ pour s'assurer que c'est possible de le faire. Donc, l'exemple, en fait, qui est sur le territoire de la MRC, qui est à Saint-Herménégilde, c'est le ranch Saint-Hubert. C'est un exemple vraiment intéressant là, pour les gens qui ont envie de créer un projet assez diversifié. Celui-ci passe dans les règlements. Là, il faut comprendre que c'est, entre autres, notre schéma là, qui permet justement une belle variété. Donc, ça va dépendre des MRC. Mais dans ce cas-là, bon, c'est un projet agricole en zone verte qui habite de manière permanente une famille, mais qui a aussi là, un gîte avec les 5 chambres à l'intérieur, une production bovine, une mini-ferme qui est plus touristique avec des petits animaux. Il y a un centre équestre, il y a une érablière, il y a toutes sortes de services là, pour accueillir le gîte, là, donc cuisine, salon commun, salle de lavage, spa, bed and breakfast avec déjeuner inclus. Donc, c'est assez large, mais tout ça est basé sur d'abord et avant tout la production bovine. J'ai été chercher des données là, au niveau de la CPTEQ. Ils rendent habituellement là, des décisions favorables quand ils ont des demandes par rapport à un caractère récréo-touristique, excusez le mot, en zone agricole, lorsque c'est basé là, sur une production. Donc, j'ai déjà une production, je veux ajouter quelque chose de récréo-touristique.
L'historique, là, c'est que 67,5% des décisions sont favorables à ça. C'est pas donc, je peux pas vous dire que ça va être forcément admis. 67,5, c'est pas tous les projets, mais il y a quand même une majorité, là, donc ils sont pas fermés du tout à ça. Le taux est plus élevé lorsque les activités sont réalisées sur la ferme par le producteur lui-même. Là, on passe à 72% d'acceptation. Puis s'il n'y a pas d'entreprise agricole, donc comme je vous disais tantôt, si vous n'avez pas ce projet porteur-là d'entreprise agricole à la base, ça s'appelle du tourisme rural. Donc, c'est vraiment à ce moment-là là, que la principale source de revenus, c'est le divertissement, l'éducation ou l'information. Ce n'est pas l'agriculture. À ce moment-là, là, souvent, ça va plus être un zonage d'hébergement que vous allez rechercher. Ça ne peut pas être un zonage agricole. La zone blanche, maintenant, celle-là, vous l'aimez plus parce qu'elle est un petit peu plus flexible. Donc, il y a deux catégories en zone blanche. Il y a la zone blanche à l'intérieur du périmètre urbain, puis il y a la zone blanche à l'extérieur du périmètre urbain. Encore une fois, ça va dépendre de la MRC, ce qui est possible de faire à l'intérieur et en dehors du périmètre urbain, mais ça vous donne une idée. Donc, à l'intérieur de notre périmètre urbain, ben c'est là que, comme Guillaume disait tantôt, que vous allez vraiment avoir accès à toute la palette, à toutes les subventions aussi. Tous les organismes veulent encourager la construction dans le périmètre urbain, densifier pour protéger en fait les territoires agricoles, la biodiversité, les forêts qui sont en dehors du périmètre. Les municipalités vont aussi beaucoup encourager le périmètre urbain. Il faut comprendre que les périmètres sont desservis par les services. Ça coûte très cher à une municipalité là, de s'étaler toujours pour aller desservir de plus en plus loin. Je sais qu'il y a des élus dans la salle. C'est la même chose pour vous. C'est pourquoi les MRC, entre autres, vous encouragent à construire dans le périmètre urbain. C'est une économie, c'est de la densité, ça protège le territoire et ça permet plus d'abordabilité aussi pour les citoyens. Acheter un jumelé, acheter une maison arrangée par rapport à acheter une maison unifamiliale sur un grand terrain d'un acre, c'est pas du tout le même coût pour l'occupant. Donc, le but, c'est de planifier qu'est-ce qu'on fait dans les périmètres et en dehors pour permettre des projets particuliers sans nuire aux autres. Donc, pour comprendre l'idée des restrictions, des grilles de zonage, c'est vraiment qu'il y a déjà des zones, des quartiers d'établis. Les municipalités vont permettre des nouvelles choses, mais ils vont toujours avoir en tête de ne pas nuire à ceux qui sont déjà établis. Donc, quand on propose un projet, il faut aussi prendre cette vision-là puis se dire, est-ce que c'est complémentaire avec ce qui est en place? Le but des municipalités, là, puis pour le vivre dans la MRC, les municipalités, ils ont envie d'encourager les nouveaux logements, ils ont envie d'aider, là, ils sont très au courant qu'il manque de logements puis que les gens ont besoin de solutions, mais ils voudront aussi protéger leurs résidents, donc ils cherchent des projets qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Bref, périmètre urbain, c'est une variété de résidences, des maisons, des jumelés en rangées multifamiliales, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, ça fait partie de l'éventail qui est possible de faire dans les périmètres urbains. La mixité des usages aussi, j'ai un bâtiment, je voudrais un commerce ou je voudrais faire une école, une garderie à travers ça, donner des cours, c'est vraiment l'idéal de le faire en périmètre urbain. Le lotissement qui peut être plus restreint, en fait, ici, c'est que les lots peuvent être plus petits dans le périmètre urbain que le 5000 m² qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, il y a souvent l'accès aux services égouts et aqueducs. Par contre, c'est pas toutes les municipalités qui l'ont en périmètre urbain. Là, dans notre cas, dans notre territoire, il y en a qui sont pas desservis. Donc, il faut s'assurer de ça quand même. Puis, en dehors du périmètre urbain, mais en zone blanche, c'est possible à ce moment-là. En fait, la nuance par rapport à la zone verte, c'est vraiment les projets intégrés. On en parlait tantôt, là, pouvoir construire plusieurs bâtiments sur un lot. Je sais que la question a été posée tout à l'heure. C'est possible, oui, en dehors du périmètre, mais en zone blanche, pas en zone verte. Donc, encore là, il faut regarder les cartes puis trouver la zone blanche. Puis ça, c'est le cas dans notre MRC à nous. Donc, construction résidentielle unifamiliale uniquement. Les bigénérations sont permises parce qu'elles sont comme considérées comme une grande famille. 2 générations, mais une famille. Les terrains en copropriété sont permis. Donc, j'ai 8 terrains privés, puis j'ai un terrain qui est en copropriété qui appartient à tout le monde. Ça, c'est possible de le faire, donc de construire
un jardin communautaire, d'y aménager un parc commun, des sentiers. C'est possible de le faire en dehors du périmètre urbain en zone blanche. La construction de nouvelles rues, elle, n'est pas permise. C'est là où le projet intégré est vraiment intéressant. Je peux pas faire une nouvelle rue sur ma zone blanche. Par contre, je peux mettre différentes maisons, me faire un chemin d'accès, faire un stationnement commun. Et il y a des limites dans les usages. Dès qu'on sort du périmètre urbain, là, c'est ça, mélanger, mais faire du commercial, faire des écoles, c'est très difficile. En fait, les commerces accessoires sont permis uniquement. Pas, je peux pas là, me faire une boutique de vêtements dans le milieu de la forêt. Ça sera pas autorisé. Je vous ai mis ici un exemple que je connais très bien cette fois-ci. C'est l'éco-hameau de Sainte-Catherine. Il n'y a pas de lien pour ce projet-là. Là. Tous les autres projets, vous allez avoir des liens, mais celui-là, il n'est pas diffusé sur Internet. Je vous en parle parce que c'est un projet intéressant au niveau de la copropriété. Donc, en fait, ça, c'est une petite communauté à la campagne. Ce projet-là est situé dans la MRC de Memphremagog, c'est pas tout à fait les mêmes règlements qui s'appliquent. Dans notre cas, pour faire un projet comme ça, il faut être en périmètre urbain. Par contre, c'est le type de projet qu'on peut faire dans des périmètres urbains qui ne sont pas desservis. En fait, là, si je vous pointe ici, l'idée, c'est que la rue qui a été passée, la nouvelle rue, au lieu de se rendre jusqu'au bout du terrain et de faire chacun a son espace, la rue, elle a été diminuée, donc il y a moins de services à passer, il y a moins de frais d'infrastructure à investir. Les terrains, eux, sont un peu plus petits que ce qui aurait été de l'autre manière. Par contre, tous les habitants de ce quartier-là vont partager un grand espace commun. Puis souvent, en fait, là, ce que les recherches tendent à démontrer, c'est que ça ne va pas diminuer la valeur du projet. Au contraire, les gens ont leur terrain privé à eux comme ils le désirent et comme la valeur est associée à ça. Mais en plus, ils ont un très grand espace commun. Tu sais, une grande forêt protégée, pleine de biodiversité, vaut plus que quelques pieds carrés de plus sur chaque terrain. Autre point intéressant de ce projet-là, en fait, c'est, vous ne le voyez pas très bien identifié ici, mais ce lot-là, qui est aussi en copropriété, qui est un terrain dédié aux champs d'épuration. C'est possible de mettre des champs d'épuration en copropriété, en commun sur les projets. Donc, dans le fond, quand on n'est pas desservi là, de manière typique, chaque personne a son puits, sa fosse, son champ. Les champs d'épuration, c'est gros, c'est pas beau, c'est plat, c'est mal intégré. Ça crée des difficultés là, au niveau de l'aménagement quand j'essaie de faire un effet de quartier, mais quand chaque maison, j'ai une espèce de palier plat. Donc, c'est possible de s'assembler en communauté, de faire un grand terrain qui va être dédié aux champs d'épuration, puis de vraiment travailler à bien intégrer ce terrain-là au lieu d'avoir à le faire là, entre chaque maison. Donc, c'est vraiment une proposition là, un hybride, justement, quand on parlait tantôt là, de l'éventail des copropriétés, ben c'est une copropriété où quand même chacun a son terrain, chacun a sa maison, mais on partage des choses qui vont vraiment améliorer notre qualité de vie. Voilà. Zonage municipal maintenant. Donc, le zonage municipal, en fait, c'est ça qui va encadrer le nombre d'étages, la largeur des façades, la fenestration en façade, le nombre d'unités de logement, les marges de dégagement, les types d'usage, les superficies d'implantation au sol, les dimensions des lots en périmètre urbain. Donc, les normes municipales, c'est celles qui sont le moins assujetties là, à des lourdes réglementations. C'est celles qui sont peut-être le plus mobile ou le plus discutable. C'est souvent au niveau des règles municipales là, que vous allez pouvoir parler à l'inspecteur et puis discuter de votre projet, lui expliquer l'intention, puis voir ce qui est possible de faire. On ne peut pas facilement imaginer changer les normes de la CPTEQ. Si c'est zoné vert, vous ne pourrez jamais, ou en tout cas, probablement jamais, construire un multilogement sur une zone verte. Ça ne sera pas autorisé, ça va vous prendre des années d'énergie pour vous faire dire non. Par contre, si c'est en périmètre urbain et que c'est zoné, par exemple, unifamilial, bien là, vous pouvez tout de suite entamer dès le début de votre projet une discussion avec la municipalité, avec l'inspecteur pour voir s'ils sont ouverts à ça, parce que c'est quand même plus léger comme modification, puis les municipalités là, vont revoir plus fréquemment leurs pratiques au niveau des grilles d'usage puis de densité.
Les ouvrages à consulter, donc pour savoir quel règlement s'applique au terrain, puis de quelle manière je suis régie au niveau municipal, il faut regarder les plans de zonage qui vont me dire dans quelle zone je me situe. Ensuite, ça se réfère à une grille de zonage qui va, entre autres, énumérer là, tout ce que j'ai dans ma colonne de ce côté-ci. Le règlement de zonage, lui aussi, va venir expliquer, encadrer certaines conditions, les règlements de lotissement et les règlements de construction. Donc, c'est vraiment pertinent là, de lire tous ces documents-là, malheureusement. Si vous n'avez pas envie de lire les règlements, ça vaut la peine de le faire. Là. Ça m'est arrivé par le passé là, de trouver des règlements contraignants et bien camouflés à travers autre chose. Pour un projet non conforme dans le cadre du règlement municipal, une demande de dérogation ou de modification peut être présentée au conseil et au CCU. Donc, comme je vous disais, on peut un petit peu plus le voir là, comme une discussion avec la municipalité par rapport aux autres instances de réglementation. Voilà, je ramène ma souris. Alors, je vous ai mis un autre beau projet ici. Je vais laisser Guillaume vous en parler brièvement. Ouais, ben oui, parce que leur avance, ben c'est effectivement un projet qui risque de se répéter partout au Québec, dans les villes autour de 2000 habitants ou plus, en tout cas dans ces eaux-là. On est à Waterville, on est au bout de la rue Swanson, c'est un champ. Un organisme qui s'appelle Urbaneco, hein, c'est un entrepreneur et promoteur, a acquis un champ. Ils ont proposé toute une philosophie plus écologique. C'est un peu comme un éco-hameau, même s'il n'y en a pas le nom, avec des conditions écologiques. Fait que dans le bas, on voit qu'il y a des maisons qui ont été construites, unifamiliales, aussi un duplex, je pense, qu'on semi-détaché, là. Ouais. Il y a une grande variété là, dans ce projet-là. On parlait tantôt de mixité en périmètre urbain. Là. Je cherche ma liste ici, je l'ai mis, mais je vais aller comme ça. Il y a de l'unifamilial, il y a du bigénération, il y a du jumelé dans la partie en bas de l'image, ici. Puis en haut, là, ben en fait, ces trois lots-là, ils restent à construire. Mais ça ici, là, c'est la coopérative de propriétaires sur laquelle Guillaume a travaillé puis qui va bien vous décrire. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, essentiellement, c'est des quadruplex. Donc, on a 4 quadruplex qui sont identiques. Il y en a sur 2 étages, il y en a sur un étage, puis il y en a un penthouse au dernier étage. On l'appelle comme ça parce qu'il y a une grande galerie. Ça a été pensé, vous voyez, hein, ils sont toutes vers le sud-est ou sud-ouest. Donc, il y a toute l'énergie solaire qui est utilisée. C'est certifié LEED. Et surtout, il y a une vie coopérative qui est là. Donc, ils acquièrent, hein, il y a un coût d'acquisition. Tout le monde a acheté des 5,5 ou des 6,5 en bas de 200 000, qui sont dans pas mal le nec plus ultra au niveau écologique de ce qui se fait au Québec. Donc, après ça, tu as des coûts de chauffage qui sont très bas. Quand il faisait moins 25 000 là, dans les dernières semaines, c'était très, très, très confortable dans ce type d'habitation-là, avec un chauffage minimum là, dès que on a de l'énergie solaire là, qui est utilisée, en fait passive, mais il y a des installations qui sont prêtes pour éventuellement recevoir aussi du solaire, et il y a toute l'organisation de la communauté. On voit, il y a un lac qui se transforme en patinoire extérieure. Ils ont toute une zone là, de jeu pour jouer au soccer. Puis sur les 16 unités, on parle de pas loin d'une trentaine d'enfants. Il y a des familles, mais il y a des aînés aussi qui ont acheté des unités là. Fait il y a une diversité dans cette coop-là et dans ce champ des possibles-là qui est vraiment intéressante. Fait que tantôt, il y en a qui s'imaginaient un projet. Fait que ça, c'est un résultat de projet vraiment intéressant. Puis on s'en parlait Valérie et moi aujourd'hui, mais avant hier, on a rencontré la fondation qui a permis ça. Fait que sur les 3 lots qui restent, on va travailler à voir si on peut pas faire 8 ou 9 unités de plus pour des familles ou peu importe le groupe d'âge, là, mais c'est vraiment un milieu de vie très intéressant. Et c'est ça, tu sais, ça, je pense que c'est un bon exemple de ce qui est possible de faire en discutant avec la municipalité. À la base, ce terrain-là, là, il était dédié à faire un développement conventionnel, maison unifamiliale, une rue là, qui traverse de manière classique. Le promoteur a proposé la même densité, donc la même quantité d'unités, mais répartie avec du multilogement, avec plein de sortes de bâtiments mélangés. Puis ça a permis, entre autres, là, cette grande zone de préservation-là
naturelle qui profite à tout le monde, comme dans l'autre projet que je vous ai parlé tantôt, c'est de revoir l'équilibre là, entre le terrain privé et les parties qui sont partagées. Une autre chose qui est intéressante là, à propos de ce projet-là, on parlait de l'étang tantôt, là, mais c'est toutes les eaux des gouttières. Ça, c'était un champ agricole, donc le terrain était assez vide de ses nutriments et de sa biodiversité quand le projet a débuté. Toute l'eau des gouttières de la première phase a été récoltée pour créer ce champ-là. Puis en quelques années, là, ça a créé des milieux humides, ça a ramené la biodiversité. Donc, c'est ça, au niveau d'imaginer quelque chose, c'est vraiment possible de le faire en périmètre urbain. Ça peut donner des choses super intéressantes, mais c'est toujours en discussion. S'il n'y a pas d'échange entre le promoteur, les organismes puis la municipalité, vous n'arriverez pas à faire un projet comme ça selon des règlements déjà écrits. Là. Ça rentre pas dans les règles. Mm-hmm. Voilà. Donc, je poursuis avec les règlements discrétionnaires. Là, donc, en fait, il existe un outil pour les municipalités en dehors des grilles d'usage qui sont les règlements discrétionnaires. Ça, ce que c'est, dans le fond, les règlements discrétionnaires, c'est des règlements qui vont donner un droit de regard, puis en fait, plus que ça, là, un droit de vote carrément, de décision sur les projets d'une manière plus... justement en échange et en discussion. Donc, il y a différents types. Là, on a les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui sont souvent, qui vont normer des conditions esthétiques. On a les plans d'aménagement d'ensemble qui vont comme définir des objectifs d'orientation qui sont pris par la municipalité. Puis ensuite, le promoteur va devoir répondre à ces objectifs-là pour pouvoir faire un projet. Il y a des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Excusez-moi, c'est le PPC-moi. Il est long. Donc, ça, en fait, c'est des règlements là, qui vont permettre un changement d'usage sur un seul projet, sur un seul lot. Donc, c'est vraiment là de venir répondre à un besoin ponctuel par rapport à un lot. Excuse-moi Valérie, le petit quartier en est un exemple. C'est un projet avec un PPC-moi. Un PPC-moi. Puis, l'usage conditionnel, qui est en fait une grille d'usage, mais qui va autoriser un usage sous certaines conditions, dont la condition de passer au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, puis ensuite de passer devant le conseil. Ces règlements-là, là, quand on les regarde d'un œil extérieur, on peut se dire que c'est limitatif, mais en fait, ce que ces règlements-là peuvent être, c'est vraiment des outils pour les municipalités pour élargir leur ouverture puis leur grille d'usage. Dans le fond, les municipalités peuvent être ouvertes à essayer des nouvelles choses en disant « j'ouvre un peu plus, mais c'est conditionnel à ce que j'accepte ». Donc, dans le fond, ils vont démontrer de l'ouverture, mais en échange d'une discussion entre le promoteur. Ils ne vous laissent pas aller d'un côté, puis vous faites ce que vous voulez. Ils vont démontrer de la flexibilité en échange que vous démontrez de la flexibilité de leur côté. C'est vraiment un outil intéressant à adopter pour les municipalités, puis c'est vraiment une condition que vous pouvez demander là, en tant que promoteur. Si vous voulez proposer à votre municipalité un projet différent, vous pouvez lui suggérer d'adopter un règlement comme ça, pour la rassurer, en fait, qu'elle va être vraiment consultée et prise en compte dans ses besoins. Donc, tous ces types de règlements-là, en fait, doivent, c'est ça, passer devant le CCU et le conseil qui vont devoir approuver le projet. Donc, c'est vraiment là en consultation et d'un commun accord que vous allez faire les projets.